pour ce Midi du Crémis qui porte sur le vieillissement et la crise du logement sous l'angle de la gentrification, la précarité et la résistance. Moi, je suis Tiffaine Baraillé et je fais partie de l'équipe du Crémis. Donc, pour celles et ceux qui connaîtraient pas le Crémis, c'est le centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. C'est un centre de recherche en milieu de pratique qui est situé au sein du CUS du Centre-Sud de Montréal et qui promeut la recherche sociale. Donc, l'événement d'aujourd'hui, il est organisé par un membre du Crémis, Julien Simard, que je vais vous présenter brièvement. Donc, Julien Simard, il est postdoctorant au Crémis et associé au département de sociologie de l'Université de Montréal. Il se définit comme un gérontologue social critique. Il est formé en anthropologie de la santé, en études urbaines, et en travail social. Il travaille depuis plus de 14 ans autour des thématiques directement liées au vieillissement au Québec, donc allant de la fin de vie et des soins palliatifs, le vieillissement sur place, les soins à domicile, la question du logement, des déplacements forcés, les dynamiques résidentielles en RPA, donc en résidence pour aînés, la question de la proche aidance, des réalités des personnes âgées, immigrantes et ou racisées. Donc, les travaux de Julien, ils sont ancrés dans une analyse matérialiste des conditions sociales d'existence et des déterminants sociaux de la santé, et donc dans un souci continuel de comprendre les inégalités sociales qui affectent les populations vieillissantes, et ce, dans une perspective intersectionnelle. En tant qu'anthropologue, il ancre aussi ses travaux dans une pratique de l'ethnographie, tout en visant la transmission et la co-construction de connaissances avec la première ligne en santé, ce qui fait beaucoup de sens de vous accueillir aujourd'hui. Il vient de publier un ouvrage intitulé Vieillissement et crise du logement aux presses de l'Université de Montréal, et cet ouvrage va entre autres alimenter la présentation d'aujourd'hui. Donc, avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un très bref survol des inscrits. Donc, ce ne sera pas exhaustif parce que sinon, on va être ici jusqu'à ce soir. Mais je voulais saluer le fait et remercier les 130 personnes qui sont inscrites pour participer à ce Midi du Crémis. Donc, des personnes qui viennent de milieux aussi variés que la santé publique. Donc, il y a la représentation de plusieurs CIUS. La première ligne avec des infirmières, il y a aussi des travailleurs, travailleuses sociales, des organisateurs, risques communautaires. Il y a une belle présence aussi du milieu communautaire, de la défense de droits, notamment de la défense de droits au logement. Il y a des personnes de fondations ou d'OSBL d'habitation, mais aussi du monde qui travaille dans le milieu de l'itinérance, en toxico, en soutien à domicile. Il y a aussi une partie du monde qui vient de la recherche, donc des chercheurs, chercheuses, des étudiants, étudiantes, et ainsi que des citoyens, citoyennes qui sont interpellés par le sujet. On est aussi super content et contente de savoir qu'il y a des personnes d'une dizaine de régions du Québec qui sont là. Donc, évidemment, je vais pas toutes les nommer non plus, là, mais évidemment, il y a Montréal, mais il y a aussi du monde de l'Outaouais, de la capitale nationale, de Montérégie, des Laurentides, d'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, etc. Et il y a même quelques personnes qui nous sont connectées depuis la France. Donc, on salue tout le monde. Rapidement, petit rappel des fonctionnalités sur Zoom, donc même si on commence à bien connaître, mais ça fait jamais de mal. Donc on vous invite à garder le micro fermé pendant la présentation. Votre caméra, vous pouvez la laisser ouverte ou fermée comme vous voulez. C'est sûr que pendant la période d'échange, si vous voulez ouvrir la caméra, c'est plus convivial. Et si vous pouvez aussi ajuster votre nom pour être sûr que c'est bien vous et qu'on puisse vous interpeller par votre prénom, en tout cas la manière dont vous voulez être nommé. Aussi, si vous souhaitez engager la conversation dans le chat ou commenter dans le chat, vous pouvez le faire, mais on va faire une modération au plan du contenu du chat vraiment minimale parce que l'idée, c'est de rester centré sur la présentation de Julien Simard. Si jamais vous avez des problèmes techniques, Maude du Crémis, donc elle s'appelle Maude Soutien Technique, elle pourra vous assister, donc vous pouvez la contacter en chat privé au besoin. Aussi, on a commencé déjà, mais on voulait vous informer qu'on enregistre la partie magistrale de la présentation, pas la période d'échange, mais dans l'idée de pouvoir la rendre ensuite disponible en différé sur le site web du Crémis. Enfin, pour la période de questions, je vous inviterai à utiliser la fonction main levée, puis je vais me charger d'attribuer les tours de parole. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc, je donne la parole à Julien.
Merci, bon, merci à tout le monde d'être là ce midi. C'est un sujet qui a pas fini d'intéresser les gens, à ce que je peux voir. En fait, plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que c'est important. Fait que je vais partager mon écran 2 secondes. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Oui, parfait, parfait. Donc, je vais remercier premièrement, ben, merci Tiffaine pour la présentation, merci Maud de faire la technique. Merci à toute l'équipe du Crémis là, qu'on voit dans leur, hein, allô, allô tout le monde, de m'accueillir pour mon stage, troisième stage postdoctoral. C'est très agréable d'être là. Donc, on en profite pour faire le point aujourd'hui là, sur cette histoire de crise du logement, vieillissement. Qu'est-ce que c'est? Où on s'en va avec ça? Quels impacts pour la première ligne en santé, mais aussi pour l'intervention en général? Et voilà, il y a des questions insolubles, là. On va les voir à la fin. Puis dans la période de discussion, je vous invite à en profiter pour ben, parler de vos enjeux que vous vivez aussi localement, hein, parce que c'est un problème quand même assez universel au Québec. Je vais vous montrer pourquoi. Mais quand même avec des particularités locales, là, parce que chaque ville est pas pareille. Et aussi, évidemment, c'est ça, tout le monde me demande souvent les solutions. Mais les solutions, on va voir que c'est pas très simple non plus, parce que là, on s'en va dans le domaine du politique, de l'idéologie, des choix politiques, des tendances politiques. Donc, voilà, c'est pas des solutions nécessairement toutes faites, technocratiques, qu'on a de besoin, mais c'est aussi des transformations politiques profondes. Sur le bien commun, entre autres, des choses comme ça, là. Donc, c'est vraiment, on va s'en aller loin. Donc, on commence très concret par, ben, voilà, rapidement, les études mobilisées ici. Je veux juste mentionner ben, mes propres recherches qui ont été faites dans le cadre de mon doctorat à l'INRS et aussi une recherche récente qu'on vient de terminer avec Hélène Bélanger et d'autres chercheurs-chercheuses, notamment Megan Joy à Concordia, notamment Martin Gallier à l'UQAM, Louis Gaudreau, Renaud Goyer, j'en oublie certainement. C'est une action concertée, donc le logement locatif privé, facteur d'exclusion sociale des personnes aînées. Hein? Le rapport complet va être bientôt disponible publiquement. Et c'est assorti de 6 pages de recommandations. Donc, je ne peux pas vous les dévoiler maintenant parce qu'on n'a pas encore eu les rétroactions, je crois, mais restez à l'affût. Bref, alors, au Québec, le vieillissement. Là, il y a des gens ici de l'Observatoire québécois des inégalités, d'ailleurs. Excellent travail de l'OQI sur les portraits socio-économiques des aînés au Québec. Là, si vous avez besoin de statistiques ou d'autres, je vous recommande d'aller chercher ça. Je vais même vous en présenter quelques-unes aujourd'hui. Donc, ça, c'est un graphique que j'ai fait à partir d'un auteur qui s'appelle Karadec. Pour vous montrer qu'au Québec, on a souvent un angle mort. Hein? J'avais participé à un ouvrage avec des collègues, là, notamment Véronique Billette, Patrick Marie et ma directrice Anne-Marie Séguin, qui s'appelait Les mythes et réalités sur le vieillissement au Québec, publié aux presses de l'Université Laval. Et on déconstruisait plein de mythes. Hein? Un de ces mythes-là, c'est est-ce que finalement tous les aînés vivent dans leur maison au Québec? Non. Oui, les gens sont dans un domicile privé, mais c'est pas tout le monde qui est dans une maison unifamiliale. Je vais vous montrer des données là-dessus bientôt. Et ça, c'est seulement un cas de figure, donc. Mais en termes de trajectoire résidentielle, hein, c'est quoi une trajectoire résidentielle? C'est finalement le chemin que tu fais dans un logement ou dans une série de logements, donc du point A au point B, au point C, au point D. Il y a des gens qui vont rester dans leur domicile toute leur vie jusqu'à la mort. Il y en a d'autres qui vont le quitter seulement pour aller en maison de soins palliatifs, à l'hôpital ou autre. Il y en a qui vont se faire évincer, etc. Donc, au Québec, on a un problème, et c'est là-dessus que je commence. On a l'impression que les personnes vieillissantes, premièrement, sont relativement moyens, et deuxièmement, qu'elles ont le choix de leur résidence. Donc, une trajectoire résidentielle qu'on dit choisie. Et puis là, on voit ici dans ce graphique-là, on a en haut l'axe du choix. Donc, on a 2 choix dans la vie.
quand on est capable d'en faire. Hein. En études de logement, je veux dire, le choix, c'est jamais un choix totalement rationnel. Dans le capitalisme, on nous dit souvent, ben, tu as le choix de changer de travail, tu as le choix de changer de ville, tu as le choix de changer de logement si tu n'es pas content. Comme si tout était un enjeu de consommation dans un espace très lisse, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Dans les faits, la mobilité choisie, c'est seulement un cas de figure, évidemment, des gens qui vont se rapprocher de leurs petits-enfants, qui vont vouloir downsizer leur maison pour aller, par exemple, en condo, dans des appartements 55+, etc., ou même aller en RPA de manière consentie, choisie, planifiée. On a la stabilité résidentielle choisie. Mais on va de l'autre côté, dans l'axe de la contrainte, il y a des gens qui sont obligés de rester chez eux, chez elles, dans une forme d'assignation à résidence, qui ne peuvent pas en sortir. Donc, moi, j'ai parlé à beaucoup de locataires aînés à Montréal qui étaient dans cette situation-là, OK? Puis on va y revenir à la fin de la présentation. Quand on dit vieillissement sur place, tout le monde veut vieillir sur place, c'est vraiment pas si simple que ça. C'est encore un autre mythe. Les gens ne veulent pas nécessairement vivre sur place dans le domicile XY. Oui, peut-être si c'est un bungalow adapté et agréable avec un beau jardin, mais si tu es dans un appartement locatif privé cher avec un propriétaire harceleur, mal isolé et infesté de vermine, tu veux pas nécessairement rester là. Tu veux juste pas te faire sortir ou te faire évincer de manière forcée sans avoir d'autres options meilleures. Bref. Fait que mon étude veut aussi contrecarrer cette idée du mythe universel là, du vieillissement sur place qui serait la panacée nécessairement. Ça n'est pas vrai. De plus en plus, on parle en études en itinérance, mais en études en gérontologie aussi, de aging in the right place, hein? Vieillir au bon endroit. Et le bon endroit, c'est donc relatif à des conditions d'existence, des conditions de revenus, des conditions environnementales, etc. Dans l'acte de la contrainte, il y a aussi la mobilité contrainte. Et ça, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait de devoir se déplacer contre son gré, donc le déplacement forcé. On peut appeler ça l'éviction aussi, mais bon, il y a des évictions légales, des évictions illégales, donc des fois, c'est plus simple d'utiliser déplacement forcé pour parler de ces deux cas de figure-là. Et au milieu, il y a l'incertitude résidentielle qui stresse énormément de gens. Les locataires à faible revenu, je vais vous montrer donc un facteur de risque. Et voilà. Donc, un des gros problèmes qui affecte les locataires âgés. Hein. Pourquoi on parle des locataires âgés tout le temps et non des mères monoparentales et tout ça qui vivent aussi de la précarité résidentielle? Effectivement, je ne veux pas diminuer ça. Ou les personnes migrantes, ou les personnes sans statut, ou les personnes neurodivergentes. Bon, tout le monde qui est dans une précarité économique, bref. Mais être locataire de longue date expose les personnes à davantage d'écart entre le prix actuel de leur loyer et le prix du marché. Je vais vous montrer des statistiques un peu plus tard, mais dans certains cas de figure que j'ai documentés, c'est des écarts de 300-400%. Donc, la pression est forte pour un propriétaire qui soit va vendre ou veut rénover ou autre, de capitaliser là, sur le prix du marché et non le prix payé par un ou une locataire aîné. Donc, c'est pour ça que ces gens sont souvent en première ligne de la précarité résidentielle, mais aussi des menaces de déplacement et finalement des projets de déplacement euh, forcés établis par des propriétaires ou autres. L'autre facteur de vulnérabilité des personnes aînées et locataires, c'est l'isolation sociale, donc l'isolement, hein, finalement. Euh, la direction de la santé publique estime qu'il y a environ un quart des personnes aînées là, dans les quartiers centraux montréalais qui sont en situation d'isolement social. Ça, c'est sûr que c'est premièrement un déterminant de la santé majeure et deuxièmement, ça n'aide pas du tout là, à trouver des ressources adaptées ou concluantes quand on vit un problème dans un logement locatif privé. Parce que au cœur de tout ça, il y a une relation qui s'appelle la relation locative. Hein. Finalement, le toit d'une personne dépend d'une relation avec une seule personne, une relation contractuelle, mais qui est celle avec un propriétaire ou une entreprise. Mais donc, on voit peu ce qui se produit dans cette relation-là parce que c'est dans l'intime, c'est caché à quelque part. Évidemment, les enjeux de santé, disponibilité des services, même sur l'île de Montréal, vous le savez tout aussi bien que moi que l'offre de soins à domicile est très inégalement répartie. Ça peut jouer aussi dans les choix résidentiels quand les gens sont capables d'en faire, mais aussi l'impossibilité de choix résidentiels.
Euh, et où le fait, donc, ben, on va en parler plus tard, là, mais les conséquences finalement du déplacement forcé, des fois, c'est de perdre les services auxquels on avait accès en sortant des listes, etc., en entrant dans un autre CIE, c'est tout. Dépendre de revenus fixes. Donc, ça, c'est un gros problème, vous le savez, qui affecte les personnes qui vivent de rente, soit le RRQ. Bon, déjà là, il y a une pénalité pour les femmes en général sur le RRQ parce qu'elles ont souvent moins cotisé que les hommes ou fait des petits boulots en dessous de la table ou autre, ou du travail de reproduction qui n'a pas été rémunéré. Et bon, le supplément de revenu garanti n'est quand même pas suffisant pour euh, pallier au coût de la vie puis à la crise de l'inflation qui se produit. Puis je veux dire, les coûts du logement sont évidemment dans le marché spéculatif montréalais, ça va même plus vite que l'inflation, comme vous le savez. Donc, les gens ont de la misère à y arriver, parce que chaque jour qui passe où les prestations ne sont pas suffisamment indexées au coût réel de la vie, et puis là, je ne parle pas à l'indice des prix de la consommation, hein. Je parle davantage des outils développés par l'IRIS, là, le revenu viable et des choses comme ça, qui prennent vraiment en compte, dans certaines localités, le coût de la vie réel et non des indicateurs un peu abstraits. Et finalement, toutes les oppressions qui peuvent affecter les personnes vieillissantes, là, sexisme, âgisme, racisme, capacitisme, etc. Donc, tous ces facteurs-là mis ensemble rajoutent une couche de vulnérabilité, si on peut dire, pour les locataires âgés. Après ça, ça ne veut pas dire que tout le monde est vulnérable en soi. Moi, j'ai rencontré des gens qui, évidemment, les gens de comité logement et tout le savent, là, des gens qui sont capables de se battre, de faire valoir leurs droits et tout. Mais quand même, structurellement, on peut dire que c'est une population vulnérable à la perte d'un filet social rapidement. OK? Vous le savez, c'est la crise du logement, mais c'est une crise d'abordabilité, premièrement, une crise d'offre aussi, mais une crise d'abordabilité surtout. Euh, donc, à Montréal, juste pour vous montrer là, les écarts, ça c'est le Reclac, nos amis du Reclac qui ont fait ça. Hein, on voit là, dans le 4,5, parce que le 4,5, c'est le barème là, un peu de l'appart normal. C'est des hausses là, entre 21 et 23. On parle de 20% de hausse dans les prix du marché. Là. C'est énorme. Donc, l'écart, encore une fois, va se creuser. Et pour la personne qui doit se déplacer, ne serait-ce que parce que le propriétaire vend ou l'évince, ou ben là, les évictions sont sur un moratoire, ou fait une reprise ou autre. Donc, cette personne-là doit se trouver un nouvel appartement au prix du marché. Ben, il n'y arrive pas parce que à 1615 en prix médian pour le 4,5, ça c'est en 23, ça doit être même un peu plus cette année. Eh bien, c'est pas mal 80%, 75% du supplément de revenu garanti, là. Donc, c'est énorme. La précarité résidentielle, qu'est-ce que c'est? C'est un continuum de situations hein, qui rend l'occupation d'un logement incertaine, inabordable, dangereuse, impossible. Donc, ça, c'est un peu une typologie que j'ai créée en partant d'autres études, évidemment. Mais où finalement, on peut essayer de qualifier la situation des gens en fonction de 4 catégories. On pourrait en faire plus, évidemment. Une sécurité d'occupation. Puis ça, je vous invite à penser à ça justement quand vous allez faire des études de cas avec les gens ou partir des dossiers ou faire des évaluations. Sécurité d'occupation, c'est quand finalement la personne se sent pas menacée de quitter, juridiquement elle est protégée, tout va bien, et dans les faits, donc de facto, empiriquement, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a personne qui va vendre. Si c'est une personne propriétaire, ben, il n'y a pas d'inondation qui va détruire sa maison, par exemple. Des choses comme ça. Hein? Parce que qu'est-ce qui fait que les gens se déplacent d'un logement de manière forcée ou non? Ben, il y a des facteurs externes hein, au ménage, au logement, et des facteurs internes. C'est sûr qu'il y a toujours des facteurs externes, mais ici, liés par exemple à l'environnement, je parlais des inondations ou du feu ou autre, mais on peut considérer les actes et les stratégies et comment dire, euh, les stratégies spéculatives d'un propriétaire comme un facteur externe de déplacement, si c'est forcé parce que la personne elle-même, c'est pas son but, c'est pas son projet là. Donc c'est externe, c'est pas ah
j'ai envie de me rapprocher de mes enfants, je vais me déplacer, c'est un facteur interne, si on peut dire. La menace indirecte, c'est quand on sent que oh, peut-être que les choses vont changer, on voit le quartier se gentrifier, changer, les prix augmenter, ou mon temps va être compté, mais je ne suis pas encore menacé de manière précise. Là. Il n'y a personne qui est arrivé en me disant il faut que tu quittes demain matin, ou il n'y a pas de mesures, puis je vais vous les détailler plus tard, qui ont été entreprises pour obtenir ce déplacement-là. Menace directe, c'est quand là, le propriétaire fait des menaces pour vrai, mais la personne peut être encore protégée juridiquement, par exemple, par l'article 1957 qui garantit le droit au maintien dans les lieux si la personne respecte les conditions du bail, c'est-à-dire payer le logement, payer le loyer à date, puis respecter les autres conditions. Ou même, on a vu plein de cas de figure, puis je vais vous en reparler aussi, de personnes qui sont effectivement protégées par 1959.1, la fameuse loi Françoise David, mais qui se font évidemment quand même harceler au quotidien pour partir. Donc, au Québec, on a un troisième mythe. Je vous ai parlé de deux premiers mythes qui étaient les aînés sont tous riches, ils décident tous de vieillir chez eux le plus possible et c'est évidemment ce que tout le monde veut, parce que c'est pas vrai. Troisièmement, le troisième mythe, c'est évidemment que les lois du Code civil protègent, ont un effet automatique dans le monde réel. Ça a l'air très scolaire de dire ça comme ça. Là. On dirait que c'est même niaiseux à dire, mais c'est vrai parce que beaucoup de gens qui pensent que si une loi existe, ça empêche les gens d'agir à l'encontre de la loi. Mais c'est complètement fou. Vous n'avez qu'à penser aux agressions sexuelles qui se produisent à tous les jours, malgré nombre de lois du Code criminel ayant dans le sens contraire. Ben, c'est la même chose pour le louage locatif, même s'il y a des lois qui empêchent certains types d'éviction ou de reprise, par exemple, je vais vous en parler aussi de la loi 1959.1, eh bien, ça se produit quand même en dehors du tribunal. Pourquoi? Notamment parce que c'est souvent, ben, pas dans tous les cas, euh, sur les épaules des locataires d'entreprendre des contestations juridiques. Et donc, c'est pas, ça passe pas par, disons, un registre des baux ou des loyers qui serait effectivement beaucoup plus à même de regarder en amont euh, les projets d'éviction de reprise des propriétaires. Bref, on en reparlera, mais je répète, le mythe, c'est de penser que parce qu'il y a une loi qui protège, entre guillemets, certains aînés de l'éviction de la reprise, que cette loi-là a un effet réel significatif. Je vais vous montrer avec des statistiques que la réponse est pas tant que ça. Alors, un super graphique de nos amis de l'Observatoire québécois des inégalités pour vous remontrer que, bon, au Québec, ça c'est les cohortes de 10 ans, là. Finalement, dans les 65 à 69 ans, on a 54% de propriétaires de maisons non attenantes, donc des bungalows. Mais on a 44% d'autres logements privés, donc essentiellement du locatif privé. Donc, c'est pour vous dire qu'au Québec, en fonction des tranches d'âge, là, ça diminue ici, vous le voyez, puis on voit la population de RPA qui augmente inversement, de façon inversement proportionnelle, presque. Eh bien, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de gens au Québec qui vivent en logement locatif privé. Donc, une très grande quantité de gens, de personnes aînées. Puis vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant ici. On voit la proportion de personnes en maison non attenante, donc des bungalows, diminuer hein, quand même significativement, et celle en RPA. Donc, c'est pas rien, il y a un continuum entre les deux parce que le prix moyen d'une RPA mensuellement, ça commence presque à 2000 dollars avec service de base. Donc, évidemment, il y a le crédit d'impôt pour maintien à domicile et tout. Sauf que c'est pas tout le monde qui peut se payer une RPA, c'est extrêmement dispendieux. Et il y a davantage de chances que tu puisses aller dans une RPA si tu viens d'un bungalow parce que tu as de l'équité, tu peux la revendre, etc. Et donc, tu es probablement aussi avec un meilleur revenu dans ton parcours de vie que si tu es en logement locatif privé. Hein? Puis ici, on voit à quel point ça reste quand même stable malgré le fait que les gens vieillissent. Là-dedans, il y a évidemment des appartements aussi plus ou moins adaptés qui sont là et qui ne sont pas nécessairement des RPA. Bref, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs catégories de personnes vieillissantes au Québec et pas juste une seule. On continue.
Ça, c'est à Montréal. C'est encore une excellente publication de la Direction de la santé publique, le portrait des aînés de l'île de Montréal, qui date par contre du recensement de 2016. Mais c'est la proportion de personnes aînées vivant au sein d'un ménage privé qui consacre 30% et plus de son revenu pour se loger. Ça, c'est les besoins impérieux de logement. Donc, à ce moment-là, quand on paye plus que 30% de son budget au logement, on dit que normalement, c'est que ces gens-là doivent faire des concessions sur d'autres postes budgétaires. Donc, par exemple, l'alimentation ou les sorties ou les vêtements ou autre. Donc, on voit que les locataires sont beaucoup plus désavantagés que les propriétaires, hein. Ils sont à 40% dans cette situation-là. Et puis ça, c'était il y a presque 10 ans. Donc maintenant, ça doit être probablement pire. Les personnes vivant seules aussi. Donc, quand je parlais d'isolement ou de solitude, facteur de risque, de précarité, et voilà. Et les femmes, encore une fois, plus précaires que les hommes, tout le temps, en général. On continue. Intéressant, ça aussi. Au Québec, là, en 2036, on va avoir environ 27,6% de personnes âgées de 65 ans et plus, toutes choses égales par ailleurs. On verra comment vont les catastrophes climatiques jusque-là, mais ça va peut-être être moins que ça. Euh, mais dans les quartiers centraux montréalais, c'est des territoires finalement au Québec où on va avoir des proportions très faibles relativement aux autres territoires, à d'autres régions administratives, de personnes vieillissantes, hein. On parle d'une projection à 12,5% dans le plateau Mont-Royal, 14,5% dans la petite patrie, c'est comme presque la moitié moins que la moyenne québécoise. Et puis ça, ben, on peut l'expliquer de plusieurs façons. On voit un rajeunissement des quartiers centraux, l'arrivée de jeunes ménages. Quand les gens aînés meurent, ils ne sont pas remplacés par d'autres gens aînés. Euh, et puis, bien évidemment, les déplacements forcés font qu'à quelque part, les quartiers centraux se vident de personnes âgées. C'est presque impossible de savoir dans quelle proportion relative tout ça se produit parce que les gens n'ont pas des GPS sur eux, puis on ne sait pas nécessairement pourquoi ils sont plus là. Mais, euh, mais bref, c'est certainement un facteur dans tout ça. Et puis, à Montréal, ben, c'est ça, on va être autour du 20%, qui est déjà moins que dans d'autres régions. En Gaspésie, on va parler de 28%. On est déjà dans certaines régions presque à du 24-25. Donc, c'est vraiment inégal aussi la façon que le vieillissement est distribué au Québec. Puis là, on parle de ville amie des aînés à Montréal, mais la première chose à faire pour une ville amie des aînés, ce serait d'avoir des proportions de personnes aînées qui sont peut-être à l'échelle de la province de Québec, sauf que c'est pas le cas. Donc, on a des quartiers centraux qui, entre guillemets, se vident de leur vieillissement. Donc, une réduction de la mixité générationnelle à Montréal, dans les quartiers centraux, qui se produit en ce moment. Bon. Sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était chez Pierre-Hinaud Ditonneau, avec Martin Blanchard qui est maintenant Roclac. Pierre-Hinaud Ditonneau, là, qui avait été menacé d'éviction par ses propriétaires de l'épicerie Milano, hein, dans la petite Italie, il a fini par mourir avant de se faire évincer. Il s'est battu par contre, mais ça l'a beaucoup, beaucoup stressé, évidemment. Et puis, ça, c'est un gros enjeu, hein. Quand je parlais d'incertitude résidentielle, il y a beaucoup d'angoisse qui est liée à ben là où est-ce que je vais vivre, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le propriétaire va. Fait que là, je vous lis un récit d'une locataire de Rosemont qui m'a conté une genre de situation comme ça, d'incertitude résidentielle, OK? Mais lui, il va investir, son propriétaire. Il me l'a déjà dit, il va aller acheter ailleurs après. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Il va monter en haut, il a le droit. J'ai pas 70 ans, ça fait pas 10 ans, là, réfère à 1959.1, la première version. Il a le droit de reprendre le logement, je m'en vais en bas. Mettons que j'accepte ça, il va vendre. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais être obligé de m'en aller ailleurs. Faut penser. Fait que je vais lui dire que non, je descends pas en bas. Puis qu'est-ce qui va arriver? Il a le droit de reprendre son logement. Je sais pas. Je suis tellement. Après ça, quand toutes les deux places vont être pas mal potables à vendre, je le vends parce que c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? En tout cas, elle était paniquée, bref. Mais c'est beaucoup de gens que j'ai rencontrés sont dans ce calcul constant entre est-ce que je passe, que je reste, mais ils veulent bien partir, mais ils peuvent pas. Ils n'ont pas les revenus pour se loger ailleurs dans un endroit de leur choix. Donc, il faut comme attendre au dernier moment puis espérer qu'il n'y aura pas vraiment d'éviction.
ou de projets de rénovation ou comment dire, de mise à jour de la capacité de rentabilité du logement, du triplex, du duplex, peu importe. Ce qui fait que les personnes sont dans une angoisse profonde. Moi, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre ou rien, mais ça a l'air d'être un stress chronique là, pour les locataires aînés, même ceux et celles qui sont pas directement menacés de menaces directes. Là. Je pense qu'il y a toujours une menace indirecte, une genre d'épée de Damoclès qui plane au-dessus de leur tête, puis beaucoup en sont conscients, conscientes. Et évidemment, avec ce qui est arrivé avec la pandémie, il n'y a personne qui veut se ramasser en CHSLD. De toute façon, ça, c'est un autre quatrième mythe. Le fait de penser qu'un CHSLD, c'est du logement. CHSLD, c'est des soins actifs. Vous savez, c'est celles et ceux qui sont sur la première ligne. Euh, c'est ça, c'est pas pareil. Mais bref, les gens aimeraient bien ne pas aller là ou aller dans des institutions, mais veulent pas nécessairement rester dans leur lieu incertain. Fait que là, c'est une multitude de couches d'incertitude, finalement. Continue. Les rénovations. Et voilà, la personne voulait tout rénover. Ça faisait 3 fois que l'appartement changeait de propriétaire en ligne. Et le dernier qui est venu pour prendre son chèque m'a annoncé qu'il fallait qu'on s'en aille parce qu'il faisait des rénovations urgentes. J'ai eu un flash, je l'ai regardé, j'ai dit, OK, quand est-ce que vous mettez le feu? Et comme par hasard, 2 mois plus tard, le feu a pris, a rasé complètement la bébelle, puis ils ont fait des condos, dans les premiers condos. Ça, c'est une madame qui avait été évincée dans les années 90 pour des rénovations, puis que son truc avait pris en feu. Mais il faut pas oublier que les feux criminels, c'est quand même un- une technique assez courante aussi pour augmenter la valeur d'un terrain, pour reconstruire à zéro. Éviction négociée, un autre cas de figure. Moi, je pourrais vous donner des cas de figure pendant toute la journée, là, mais vous les irez les lire dans mon livre si vous réussissez à mettre la main dessus. Mais c'est juste pour vous montrer quelques situations vécues, là. Bon, les personnes âgées que j'ai vues, c'est parce qu'elles étaient obligées, c'était dur pour eux. Il fallait qu'ils négocient avec le propriétaire. Quand tu quittes, qu'il t'oblige à quitter, il faut qu'il te donne un dédommagement, il faut que tu regardes ce que tu perds à long terme. Fait que c'est pas une somme minime qu'ils sont supposés donner, c'est assez substantiel. Je pense qu'il y en a un qui a eu 8 000 $. Parce que tu regardes ça année par année, combien tu vas payer de plus au prix du marché pour te dédommager, tout ça, ça prend du fric, tous les frais de déménagement, c'est cher, etc. Bon, ça c'est quelqu'un qui parle des négociations finalement euh, avec un propriétaire pour obtenir des dédommagements. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ben, il y a beaucoup de personnes aînées locataires, qui vont juste accepter des demandes d'éviction ou de reprise, qu'elles soient frauduleuses ou non, qu'elles soient conformes au code civil ou non, de façon passive. Là, on ne sait même pas combien parce que tout ça se déroule hors du regard du tribunal administratif du logement, évidemment. Hein. C'est pas un panoptique, là. Ils sont pas là dans chaque transaction contractuelle. Euh, Il y a des gens qui vont les contester, l'éviction, la reprise, qui vont essayer de négocier, évidemment, des dédommagements. Euh, mais beaucoup se rendent compte que c'est plus utile de négocier de gré à gré en dehors du TAL parce que tu obtiens davantage. Et ça, c'est les gens qui sont capables aussi ben, évidemment, d'entrer dans une négociation ou même un conflit avec un propriétaire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il faut connaître ses droits, il faut connaître certains articles du Code civil. Mais c'est ce qu'on voit beaucoup sur le terrain, des gens qui préfèrent négocier directement parce que, ultimement, selon les études de Martin Gallier, c'est au-delà de 80% des demandes de reprise ou d'éviction qui sont accordées par le TAL. Donc, le taux de succès au TAL, il ne se mesure pas tant en empêchement d'une reprise ou d'une éviction ou le fait de reprendre son logement. Malheureusement, sauf certains cas, mais il va se mesurer en dédommagement ou en. Ben, si les gens vont plaider l'article 1902 aussi sur le harcèlement, évidemment, ils peuvent obtenir encore plus de dédommagement, mais c'est difficile à mener. C'est pas tout le monde qui est capable d'être représenté. Vous avez vu là, les gens à faible revenu, évidemment, ne peuvent pas nécessairement se payer des avocats à 500 $ de l'heure. Donc, ce qu'on remarque surtout sur le terrain, c'est des techniques, en anglais on dit de winkling, et là je fais référence à, entre autres, Matthew Desmond, obtenir le départ réactif de la personne, donc une menace directe que j'appelle, par l'usage de diverses formes de violence, maltraitance, harcèlement.
Et puis là, je vais vous montrer tantôt le cadre de la maltraitance hein, tel qu'il est enchâssé dans la nouvelle loi de 2017 pour vous montrer comment ça peut bien s'appliquer, mais ça ne s'applique pas parce que c'est juste dans le réseau de la santé et services sociaux, malheureusement. Mais tout correspond. Bref, ce qu'on a documenté dans ma recherche et dans l'action concertée, hein, des invasions de domicile, des visites à des moments impromptus, des changements de serrure, des refus d'encaisser les chèques, ça c'est très commun, très commun. Donc le propriétaire va dire hey, j'ai pas reçu ton chèque alors que la personne l'a envoyé ou autre, ne va pas l'encaisser et va donc obtenir réussir à évincer la personne pour non-paiement de loyer. Donc éviction avec faute. Absence d'entretien et de réparation, donc ça c'est la négligence planifiée. Des menaces verbales, des hausses abusives, la violence envers des objets, frapper des portes, crier, lancer des choses, utiliser les travaux pour détruire la qualité de vie des personnes. Ça, c'est souvent utilisé, puis je suis sûr que plein de monde ici ont des histoires là-dessus. Quand dans un bloc, quelques personnes ne sont pas encore parties, puis là, ben, la personne, elle veut commencer ses travaux hein, pour faire de l'argent rapidement, donc va effectivement faire des travaux sans permis ou à des heures pas possibles, de manière très bruyante. Ça, c'est sur notre autre recherche. C'est un témoignage qui parle aussi justement de ce climat de violence, là, un peu, avec les propriétaires. Bon, avec le propriétaire, naturellement, on a dit notre façon de penser, autant le locataire du deuxième que moi, on a dit notre désaccord avec sa façon de fonctionner. C'est là qu'il nous a expliqué la raison pour laquelle il avait changé le logement en 4 pièces. Là, sa volonté de vouloir donner aux autres ce que lui a reçu. Je comprends pas. Mais sinon, pour ceux qui sont demeurés, une fois qu'il y a eu l'invasion de logement, pour ceux qui sont demeurés, on a quand même fait attention de continuer à être amical. On n'a pas besoin de se les mettre à dos. Mais on était toujours attentif à ce qu'il pouvait y avoir comme bruit, ce qu'il pouvait y avoir comme situation. Puis à un moment donné, régler la situation. Fait qu'on faisait ça de façon calme. On était attentif. Attentif voulant aussi dire inquiet. Donc, quand il y a une invasion de domicile, évidemment, par un propriétaire, ça met les gens dans un état de stress constant par après. Et le propriétaire va espérer, en fait, que la personne se tente tellement qu'elle parte par elle-même. Guy, 70 ans à Longueuil, on a ouvert un dossier à la régie, ça s'est réglé l'année passée parce qu'ils avaient engagé un concierge qui était là pour faire de l'éviction. Ça, c'est aussi très courant. C'était vraiment son mandat, écœurer le monde. Il harcelait tout le monde, faisait peur aux gens, il hurlait après eux. Tu vas arriver le soir, puis bang, bang, bang dans ta porte, il sacrait après tout le monde, il nous a menacé, harcelé, intimidé, puis il nous faisait toutes sortes de coups. Le monde avait peur de sortir de chez eux. Puis ça a été ça pendant la pandémie. Après, on vivait tout ce stress-là. Ça, c'est dans des gros bâtiments à logement à Longueuil. Un autre à Longueuil. Ça a commencé avec une petite réparation au début. Il a commencé à me dire si vous n'êtes pas heureuse, allez-vous-en. Ça, c'est très courant aussi. Puis j'ai dit si quelqu'un dit. En fait, si un propriétaire dit à une locataire si vous n'êtes pas heureuse, allez-vous-en, c'est probablement qu'il y a un projet de mener à bien ces tactiques de harcèlement pour que la personne parte. Il ne va pas s'arrêter là. Ok? Mais j'ai dit la question n'est pas que je suis heureuse, j'ai le droit d'être malheureuse, ça me regarde. Je vous paye le loyer, il y a des petites réparations, il faut bien que je vous en parle. À un moment donné, dans mon armoire, j'ai trouvé des bébites d'humidité. Je lui ai dit, j'ai pas aimé ça. Tu sais, je connais personne qui en parlera pas, mais la réponse a été, si vous n'êtes pas heureuse, allez-vous-en ailleurs. Puis ça a été le skiing qu'on appelle sur mon balcon pour empêcher de passer les bestioles de dehors, les maringouins. Il a déchiré, il a refusé de me le payer. Puis tout ce qui va avec, il faut le faire réparer, c'est moi qui paye les réparations. Hein? Bon, ça va à l'encontre des lois, évidemment. Mais est-ce que la personne va vraiment ouvrir un dossier au tribunal pour ça, pour vivre encore plus de harcèlement de la part de son propriétaire qui va être fâché d'avoir un dossier au TAL? Donc, il y a la menace de la menace de la menace produit un non-recours au droit systémique. Ça marche pas pantoute, en fait. C'est illégal, complètement illégal. Il essaie de me faire croire qu'il renouvelait pour loger sa mère, c'était pas vrai. Fait que ma fille et moi, on s'est mis sur le dossier, on a fait enquête, on a vu que ça faisait 2 ou 3 fois qu'il faisait ça. Il y avait des dossiers à la régie, on a consulté ça, on a monté un dossier. Il nous a compté des mensonges, un après l'autre. Il a commencé à démolir pendant que j'étais là, sans permis. Fait qu'on avait tout pour mener le dossier. Je voyais bien que c'était pas possible, j'étais pas pour rester là. Je voulais pas aller à la régie parce que la régie, il t'accorde rien, il m'aurait donné 3000. Fait qu'elle, elle l'a menacé d'aller à la régie, mais en lui demandant davantage.
Euh, mais c'était fait, là, il n'y avait rien à faire. En fait, quand un propriétaire décide qu'une personne va partir, euh, même si la personne gagne au tribunal, même sur 1959.1 ou autre, euh, la destruction de le rapport empirique au logement, donc la qualité de vie au quotidien, le sentiment de chez soi, est telle que ça fait que la personne va finir par quitter. Donc, quand un propriétaire a vraiment l'intention d'évincer quelqu'un, souvent, ça va finir par se produire. Parce que ben, le tribunal, il n'est pas là, il est pas là, il est pas chez vous à surveiller ce qui se passe, évidemment. Voilà. Donc, c'est un peu un climat d'impunité qui se passe. Donc, je vous l'ai dit tantôt des choses, mais il y a d'autres choses ici. Dégâts d'eau, feu criminel, alarme de feu, on a documenté ça aussi. Du harcèlement psychologique, l'harcèlement sexuel, de la violence physique, ouais, tout ça. Donc ici, ça, c'est dans notre étude d'action concertée qu'on a fait à Saint-Jérôme, Longueuil et Montréal. On a documenté, ça c'est juste un échantillon des répondants, des épreuves interactionnelles, c'est-à-dire du harcèlement encore une fois, des épreuves financières, donc des augmentations abusives. Spatiales, c'est souvent des travaux de rénovation botchés, euh, de la vermine non traitée, des choses comme ça. OK? Ça, c'est la même chose. Voilà. Donc, là, on va essayer de finir ça parce que les questions vont s'en venir. Ça, c'est la nouvelle mouture de 1959.1. Hein? Un locataire ne peut pas reprendre son logement s'il est âgé de 65 ans, si la personne locataire ou son conjoint est âgé de 65 ans plus, occupe le logement depuis au moins 10 ans, a un revenu égal ou inférieur à 125% du revenu maximal des logements à loyer modique. Et il y a des exceptions, évidemment. Je ne vais pas toutes lire, vous irez lire. Sauf que, bon, dans les faits, qu'est-ce que ça donne, cette affaire-là? Puis en ce moment, il y a un moratoire sur les évictions comme tel. Fait que techniquement, c'est juste pour des reprises de possession. Mais dans les faits, nos collègues Martin Gallier et Benjamin Paré de l'UQAM ont regardé toute la jurisprudence autour de l'article 1959.1 entre 2016 et 2021, je crois, ouais. Et puis, on remarqué que seulement 63 dossiers là, avaient été là, protégés par 1959.1. On ne saura pas combien il y en a dans l'absolu en amont qui ne se sont pas rendus au TAL. Mais dans ce qui s'est rendu au TAL, c'est 63 ménages qui ont été protégés par cette loi-là. Donc, quand on me dit qu'il y a une loi qui protège les aînés, c'est correct, le problème est réglé, non, c'est pas vrai du tout. C'est complètement faux. C'est un pas dans la bonne direction probablement, mais tant que le fardeau de la preuve est sur les locataires et aussi que le fardeau de la procédure est sur les locataires et que c'est pas une procédure donc en amont, hein, comme un registre des baux nous permettrait de le faire. Hey, je veux reprendre mon logement, il faut que j'envoie une demande à Québec. Voilà ce qui se passe, voilà les preuves, non, 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 on entend l'autre partie. Et puis là, probablement dans les faits que ça serait tout autant facile, mais bon, ça serait peut-être un peu différent. Bref, donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ben, comme je vous l'ai dit, il y a un non-recours au droit, c'est compliqué, c'est long, la procédure est complexe. Deuxièmement, il y a une impunité. Troisièmement, il y a un favoritisme des juges administratifs envers, évidemment, les propriétaires. Et il y a donc une impunité de la maltraitance. Hein. Le SPVM a déjà dit que dans les cas de maltraitance comme ça, il ne pouvait pas faire grand-chose tant que ça atteignait pas le seuil de violence physique des voies de fait. Hein. Donc, il y a vraiment un vide au Québec autour de la maltraitance psychologique, surtout, exercée par les propriétaires. Donc, ça, c'est nos amis au CREGES qui ont fait ça. Euh, Justement pour travailler sur la loi sur la maltraitance qui s'applique, comme vous le savez, au RSSS. Donc, hein, c'est quoi la maltraitance? Une attitude, une parole, un geste, un défaut d'action aussi, singulier ou répétitif, qui se produit dans une relation avec une personne, relation locative, une collectivité ou une organisation où il devrait y avoir de la confiance et cela cause, intentionnellement ou non, du tort de la détresse chez une personne adulte.
Là, le problème, c'est que on vient mettre la notion de confiance dans le rapport marchand du logement. Alors qu'il n'y a absolument rien qui nous dit qu'un rapport marchand, oui, doit être une relation de confiance parce qu'on fait confiance que la personne va respecter les clauses du contrat, comme, je sais pas moi, quand on va acheter un produit au Canadian Tire. Mais ça reste que c'est pas ça qui fonde nos rapports sociaux, c'est vraiment la recherche du profit et la valeur d'échange, donc le fait de capitaliser sur un produit qui s'appelle un appartement. OK? Donc, on demande à des propriétaires privés qui ne sont pas enchâssés dans des institutions d'être bienveillants envers des locataires dans un rapport marchand. C'est une contradiction à la base. Ça ne marchera pas jamais. Je vous le dis. Ça ne va jamais marcher. C'est impossible. À moins que la personne ait vraiment des valeurs morales supérieures, là, puis une qualité d'être. Mais sinon, ça ne vient pas d'avance, hein, évidemment. La violence, c'est quoi? Malmener une personne ou la faire agir contre sa volonté en employant la force ou l'intimidation. Ben, intimider une personne à quitter, oui, c'est de la violence. Le propriétaire de maintenant du nouvel appartement à côté de la Tulipe qui a évincé la coop sur Généreux, qui l'a fait avec des goons un matin en vidant l'appartement au complet des objets, puis ça existe aussi. C'est de la violence. Est-ce que c'est sanctionné par le code criminel? Pas nécessairement. La police ne se déplacera pas pour ça. Euh, la négligence est aussi important hein, en termes de rénovation, de tout ça. Donc, ne pas se soucier de la personne aînée, notamment par une absence d'action appropriée afin de répondre à ses besoins, c'est de la négligence. On peut même parler de négligence systémique. Ben, ça, c'est présent partout et surtout dans les réseaux de la santé, dans les institutions du champ de la santé. À la moitié des CHSLD n'ont pas de climatisation. C'est de la négligence systémique, à mon sens. Puis là, on n'a même pas rentré dans le contrôle des infections. Maltraitance psychologique. Donc, je vais juste lire celle-là, là, puis vous irez lire le reste par vous-même si ça vous intéresse. Attitude, parole, geste ou défaut d'action qui constitue une atteinte au bien-être ou à l'intégrité. Indices, peur, anxiété, dépression, repli sur soi, hésitation à parler, méfiance, interaction craintive avec un propriétaire, déclin rapide des capacités, idéation suicidaire, exact, etc., etc. Donc, c'est la plus fréquente, mais comme je vous ai montré dans les témoignages, c'est aussi la plus prégnante chez les locataires. Bon, maltraitance financière, on est vraiment là-dedans. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi au Québec, il y a des campagnes nationales contre la maltraitance financière avec l'autorité des marchés financiers, les corps de police, sur la fraude des petits-enfants, la fraude au téléphone, la fraude de l'AI, mais il n'y a aucune campagne sur la fraude des propriétaires, sur des hausses abusives, sur le non-respect des droits. Hmm? Donc, on voit aussi la violation des droits qui est une forme de maltraitance. Bref, tout ce que je vous ai raconté sur la relation locative, ça les contient toutes, souvent, en fait. Des fois, il y a juste sexuel qu'il n'y a pas, mais les femmes sont souvent plus victimes que les hommes euh, de ce courroux-là des propriétaires, de ce que je remarque. Puis c'est entre autres à cause du sexisme. Donc, on peut parler à quelque part de violence sexuelle aussi. Un rôle pour la première ligne en santé, ça c'est complexe parce que, évidemment, là, au Québec, on est vraiment organisé de manière en silo, comme vous le savez. Qu'est-ce que la première ligne en santé? Puis on pourra en parler. C'est un peu des questions ouvertes que je vous lance là. Évidemment, il y a le référencement au comité logement qui sont les mieux à même d'outiller les gens pour faire valoir leurs droits de la manière possible. Puis déjà, juste connaître ses droits, même si tu ne vas pas au TAL, ben, ça te donne une longueur d'avance sur une négociation possible. C'est quand même toujours une bonne idée. Et ça permet de briser l'isolement et ça permet de te rendre compte que pour une personne aînée, elle se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait? C'est ça que les gens me disent. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Ben, tu es assis sur une mine d'or, c'est tout. Ton appartement vaut plus cher si t'es pas là que si t'es là, en fait. Tout simplement, tu empêches la marge du profit. C'est ça ton problème. Donc, juste de renverser le stigmate social que tu es une personne inutile, pauvre et qui empêche la marge du profit, ça fait déjà du bien aux gens, de ce que j'ai remarqué en côtoyant beaucoup de comités logement. Référencement aux organismes en itinérance, là, je ne sais pas s'il y a des gens de la Maison du Père ici, mais qui font du travail aussi un peu en amont, dans les situations de précarité résidentielle un peu plus graves. Là, je vais vous présenter peut-être un questionnaire validé. On est loin de la coupe aux lèvres encore là-dessus. Dépistage de situations de précarité résidentielle à risque de conduire au déplacement forcé. Ben, c'est un enjeu de santé publique à quelque part. Je vais vous le montrer pourquoi.
Donc, rapidement, ça, c'est des gens en Espagne qui ont développé un genre de questionnaire validé sur la précarité résidentielle. Ça s'applique plus ou moins, c'est un peu sur le continuum de l'itinérance, là, l'itinérance cachée, on dirait. Ça s'applique plus ou moins aux situations dont je viens vous parler. Malheureusement, il n'existe pas grand-chose encore pour le genre de situation dont je parle aujourd'hui. Mon but, si je deviens finalement professeur un jour, ça serait avec une équipe de développer ça pour utilisation dans le réseau de la santé et de services sociaux. Une chose à la fois, mais au Québec, on n'en a pas vraiment à ma connaissance, mais si ça existe et je ne l'ai pas trouvé, j'aimerais que quelqu'un me le dise. Donc, l'impact sur l'itinérance, moi, c'est ça, je ne suis pas un spécialiste d'itinérance comme tel, mais ici, à la Maison du Père, ils font un travail formidable, même de statistiques, là. Donc, Jaël Bergarin, dans une lettre ouverte, disait en 2022, 80% des demandes enregistrées par notre service de prévention de l'itinérance concernaient des personnes de 50 ans et plus, à deux doigts de perdre leur logement. Donc, ça, c'est aussi un autre indicateur avec les statistiques démographiques que je vous ai présenté tantôt qui nous dit aïe aïe, il y a vraiment un problème là. Et donc, une augmentation, c'est dur à quantifier encore une fois, hein, une augmentation des entrées dans l'itinérance en vieillissement. Parce qu'il y a le vieillissement sur place dans la rue, à quelque part, hein, mais aussi l'entrée en itinérance de personnes déjà âgées qui n'étaient pas partout en situation de précarité nécessairement avant. Et on voit ça de plus en plus. Et ça pose des grosses questions pour les services de santé et tout. Et d'ailleurs, au Crémis, en décembre, on fait une activité là-dessus. Je vais laisser mes collègues en parler si elles le veulent bien. Les impacts sur la santé des évictions des déplacements forcés. Beaucoup d'études en Espagne après la crise de 2008, aux États-Unis, nous indiquent tous que, par exemple ici, les personnes qui avaient été, ça vient de la Suède, Middle Age Swedish Population, ceux qui ont été évincés de leur maison avaient une fois et demie plus de chances de mourir. Donc, ça augmente les taux de mortalité, de morbidité des gens. Ça augmente les taux de suicide. Quand on fait des grandes études longitudinales, là, puis justement, il n'y en a pas encore au Québec, et j'aimerais la faire aussi quand je vais avoir de l'argent. Mortalité prématurée, augmentation de la consommation de substances. La crise des opioïdes aux États-Unis, je ne sais pas si vous le savez, mais elle est extrêmement liée à la crise du logement et la précarité en général. Développement ou aggravation de maladies chroniques. Isolement, perte cognitive, impact sur l'alimentation potentielle. Et c'est des choses qu'on documente en ce moment avec nos collègues à la santé publique. Loïc est ici présent d'ailleurs. On fait une étude sur les évictions dans les résidences privées pour aînés. Des choses comme le Mont-Carmel et tout. Ben, on a remarqué dans nos entrevues, dans nos questionnaires, qu'on pourra vous en parler en 2025 quand on présentera les résultats. Mais oui, oui, oui.